Yap là! Salut la compagnie, ça fait plaisir de vous retrouver après un petit moment d'absence. J'ai eu besoin un petit peu de me ressourcer, de me retrouver moi, mais ça n'empêche rien que j'ai avancé sur beaucoup de choses sur le terrain. La végétation, regardez autour, c'est vraiment développé aussi. Ça fait bientôt 7 mois entiers que je vis à la recherche d'autonomie et de simplicité dans cette tente. On a passé l'hiver, on a presque passé le printemps. Et on arrive tout doucement dans l'été, donc j'ai plusieurs choses à vous montrer. Je pense que cet épisode va être intéressant, donc restez jusqu'à la fin. Bon allez, bien sans plus tarder, c'est parti. Bon les amis, grosse tâche de fauchage ces jours-ci. Ça pousse énormément au printemps, c'est normal, je vais rien vous apprendre. Et comme je fais rien avec des engins à moteur, je fais tout à la main, c'est assez long et physique. J'essaye en priorité de dégager autour de mon campement bien sûr, pour que ce soit plus agréable pour marcher, etc. Moins la forêt vierge. Les sentiers et les zones un petit peu sensibles. D'une, pour que ce soit plus praticable. De deux, pour limiter les tiques en fait, que je me fasse bouffer par les tiques. Parce que généralement elles viennent se percher en haut des herbes. Et donc plus les herbes sont hautes, plus elles peuvent déjà s'amarrer en hauteur sur vous. Donc ça leur facilite la tâche. Et j'ai toujours remarqué que plus l'herbe était coupée, moins vous avez... moi j'avais de tiques. Donc voilà, gros travail, et surtout il faut faire ça à peu près une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Donc c'est pas tu te dis tu le fais une fois, tu vois ton travail est bien fait, fini, et puis après c'est bon, non, faut le faire plusieurs fois. Et là j'en chie un peu parce que je me suis blessé à la côte, là je suis parti il y a quelques jours en Allemagne pour mener une bataille en reconstitution historique viking. Et je me suis pris un bon coup de lance dans les côtes, donc je pense qu'elle doit être fêlée. Elle n'est pas cassée parce que j'arrive plus à bouger, mais peut-être une déchirure intercostale ou fêlée parce que ça me fait mal dès que je respire, dès que je bouge, donc c'est pas évident quoi. Mais bon, allez, on est reparti. Bon, je m'y attendais un petit peu, mais avec l'arrivée des beaux jours, de la végétation qui pousse, etc., de la plus forte humidité, de la chaleur, il y a énormément d'insectes qui apparaissent dans la nature, donc ça c'est logique. Seulement, malgré toutes les moustiquaires, etc., elles arrivent à pénétrer dans le tipi et je me retrouve envahi de tiques. Bon, les autres insectes en soi, moi ça me dérange pas vraiment, je suis pas phobique de quoi que ce soit. Mais les tiques, j'avoue que se lever tous les matins avec plusieurs tiques, sur soi, c'est pas fou, j'en ai plein mon lit, donc je suis obligé d'épouster mes couvertures, etc. pour essayer de tous les jours les dégager. Je vais vous montrer, en fait, j'ai réussi à voir les petits trous où peut-être qu'elles arrivent à se faufiler, parce que vu que normalement c'est entièrement isolé, voilà, c'est entièrement fermé, le tipi hermétique. Elles sont pas censées rentrer, mais finalement Canvacamp ont fait une erreur. Donc ça, je tiens à vous le dire, si vous regardez la vidéo, l'équipe de Canvacamp, essayez de modifier ça parce que vraiment il y a beaucoup d'insectes qui rentrent et ça sert à rien de mettre des moustiquaires quand elles peuvent rentrer par des petits trous parce que le tipi n'est pas 100% hermétique finalement. Venez, je vais vous montrer ça. Du coup, j'ai trouvé un petit peu une solution grâce à du scotch, comme quoi il faut toujours avoir du scotch. Le scotch, c'est le meilleur ami du survivaliste, de tout ce que vous voulez, de l'ermite en forêt, on va dire. En fait, je me suis fait à la fois des pièges avec ce scotch, c'est-à-dire que je l'ai juste posé tout au long de ma tente avec la face collante au-dessus pour que les insectes s'y collent.
Et j'ai également comblé un petit peu tous les trous pour que les insectes puissent plus rentrer dans les endroits qui n'étaient pas vraiment hermétiques. Et du coup ça a l'air de fonctionner, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins d'insectes déjà. Du coup, je me mange une petit pâté de campagne qui m'a été envoyé par Jérôme. Si tu regardes la vidéo, écoute, je te salue, de la boutique Azimut Nature. Donc ça vient des Pyrénées, petit saucisson, voilà, charcuterie. Généralement le midi, maintenant en fait j'essaye de ne plus allumer à la journée le poêle parce que sinon il fait vraiment trop chaud à l'intérieur du tipi. Donc je mange froid en fait, je mange un petit peu de pain, un petit peu de fromage. J'aime bien boire mon petit jus de pomme également pour un peu apporter de sucre. Wouhou! Boogie boogie one life! Bon, je me fais rapidement cuire la nourriture pour ce soir. Je vais reprendre des forces puisque la journée n'est pas finie du tout, elle est loin d'être finie. Je vous avais promis que j'allais avoir des ruches, que j'allais avoir des essaims sur le terrain. Chose faite, j'ai pris rendez-vous avec un apiculteur. Et ce soir, dites-vous bien que je vais aller chercher mes 2 nouveaux essaims qu'on va installer sur le terrain cette nuit. Puisque oui, pour avoir le moins de risque d'oublier des abeilles sur le secteur, en fait il faut venir chercher les essaims à l'obscurité quand les abeilles sont toutes rentrées dans la ruche. Donc on va faire ça ce soir, je vais le rejoindre. Ça va être cool de pouvoir encore une fois développer son autonomie, essayer d'avoir un petit peu de miel, le miel de l'ermite, la cuvée de l'ermite. Voilà, donc je suis pas sûr de pouvoir filmer beaucoup de choses ce soir parce que ça va être un peu le rush. Mais sinon on se retrouve demain pour la visite de ces 2 colonies là pour voir un petit peu comment elles se portent, etc. Bonne soirée à vous. Alors je crois que je vais vous apporter un petit peu plus de détails pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Donc moi ça fait plusieurs années déjà que je m'intéresse à l'apiculture, je me forme avec mon père qui lui pratique cela depuis plusieurs années aussi. Mon but à moi était d'avoir mes propres essaims et pour cela, je me suis rendu dans un magasin spécialisé afin d'acheter tout le matériel. Cela fait déjà 1 an et j'avais également traité l'ensemble de la ruche pour pas qu'elle pourrisse avec de l'huile de lin. Donc j'avais vraiment tout préparé pour la venue de mes prochains essaims. Voilà, et là on se retrouve chez l'apiculteur en question. J'ai rapidement fait quelques images. Là je suis en train de récupérer donc mes 2 essaims et puis on va les ramener directement sur le terrain. Bon, j'ai mis mes ruches sur le terrain, c'est trop cool. Je vais vous montrer ça aujourd'hui, on va aller les voir. J'espère qu'il va faire beau. On va aller voir ça.
cocotte, on rentre. Donc là je mets une grille à renne en fait pour éviter que la reine remonte dans la hausse que je vais mettre, puisque dans la hausse, nous on veut récolter le miel, donc on va devoir l'enlever. Donc ce qu'on veut éviter, c'est que la reine remonte, pour pas qu'on l'enlève lorsqu'on va récolter le miel. Voilà. Hop là. Là on vient prendre la hausse. Et on vient la mettre dessus. Ok. Hop là, petit isolant. Et le toit. Allez, cocotte. Bon les amis, nouvelle journée, comme vous l'avez compris, eh bien j'ai été visiter pour la première fois mes 2 nouveaux essaims qui vont probablement me donner du miel pour que je sois autonome avec le miel. On a de la cire aussi, la propolis, enfin, il y a énormément de choses que conçoivent les abeilles, donc c'est vraiment hyper cool. Il y en a une qui est vraiment boostée à mort. Il y a énormément d'abeilles, l'autre un petit peu moins, donc là je vais devoir les nourrir un petit peu ce soir, tranquillement, et puis après on va être parti pour la saison pour faire un petit peu de miel. Ça fait vraiment plaisir encore une fois d'avoir une nouvelle activité sur le terrain. J'essaye d'être le plus autonome, hein, comme vous le savez, donc à travers un potager, à travers l'autonomie en eau, en énergie, etc. Et là, voilà, le miel qui est un aliment, à la fois aussi un médicament, je vais pouvoir le concevoir sur le terrain et je trouve ça assez intéressant. En fait en ce moment on est vachement dans une spécialisation des tâches, c'est-à-dire qu'on va très bien savoir faire quelque chose, une partie de quelque chose dans son travail, on va faire tous les jours, je sais pas, t'es comptable, etc. Et le reste est hyper dépendant de la société puisque tu sais pas produire ton aliment, tu sais pas produire ton énergie. Tu sais pas fabriquer des choses, voire réparer. Donc du coup tu deviens très dépendant. Alors qu'à l'époque, ils avaient tous une ou deux ruches chez eux, ils avaient tous une chèvre, un cheval à peu près. Ils étaient beaucoup plus indépendants chacun, même si ça n'empêchait pas l'entraide entre chacun pour qu'ils se partagent les tuyaux et puis qu'ils s'aident lorsqu'il y avait certaines choses. Mais là c'est vrai qu'on est devenu hyper dépendant de ce système et c'est pour ça que dès qu'il y a la moindre changement de loi et tout, on l'a bien vu avec les retraites, ça gueule et ça fait beaucoup de manifestations parce que forcément on est devenu dépendant du système et c'est-à-dire que si on sort un pied de ce système là et qu'on n'a pas les outils pour produire encore une fois tout ce que l'on peut pour vivre, l'essentiel pour vivre, et bien en fait on est assez paumé, on est assez perdu. Donc je suis encore un apiculteur débutant mais je souhaite petit à petit en acquérir plus, etc. Donc n'hésitez pas, s'il y en a d'entre vous qui sont un peu plus pro, à me donner des conseils, ça peut être intéressant. Et puis j'essaierai tout au long de la saison de vous montrer un petit peu les étapes de la fabrication du miel, etc. Sur ce, je vais retourner au campement, on va manger un petit peu, ça va faire du bien de faire une petite pause, et puis là il fait vraiment chaud donc c'est cool.
Bon les amis, ce midi j'ai envie de me régaler, donc on va faire un poulet tikka masala là vraiment. Je sais pas pourquoi je prends l'accent africain parce que plus c'est un repas indien. Il faut pas mal d'ingrédients, donc on va aller chercher ça. Là il me faut de l'ail, donc j'en ai pas, donc on va aller chercher de l'ail des ours. Ça fera l'affaire, même peut-être mieux. Et puis ensuite on va essayer de cuisiner avant que l'orage ne tombe sur la tête. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas d'ail des ours dans le coin, ça fait des années que j'en cherche. J'en ai jamais trouvé et en fait l'avantage c'est que là j'ai énormément de temps, donc j'explore beaucoup des coins de forêt que j'avais pas l'habitude dans lesquels j'avais pas l'habitude d'aller à l'époque. Et j'ai trouvé vraiment un petit îlot, une petite station d'ail des ours, donc c'est plutôt cool. Donc là je vais l'utiliser, je vais en récolter un petit peu. Elle est en fleurs en plus, il faut faire attention juste de ne pas se confondre avec le muguet parce qu'en plus c'est à peu près la même saison. Très facile à reconnaître, hein. Vous servez de vos sens, de votre nez, et puis vous sentez l'ail très fortement. Donc voilà, allez c'est parti. Allez, le repas finit de cuire et de mijoter tranquillement, tandis que la pluie arrive tout doucement, donc on va aller rapidement prendre la poêle et puis aller déguster tout ça, voir si c'est bon à l'intérieur du tipi. Alors, verdict de ce petit plat qui m'a pris petite heure de cuisine. Bon, c'est bien de la merde. Non, c'est bon, ouais, c'est pas trop épicé. Du coup, la recette, c'est un peu de poulet qu'on fait tremper dans les épices, avec un petit peu de piment que j'ai rajouté. Du riz, du lait de coco, d'un yaourt et puis du lait normal. En ce moment, j'ai attaqué un nouveau petit livre. Vous savez que j'ai pris l'habitude de lire à travers cette expérience de l'ermite. Chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc là, je lis un livre de David Le Breton, Marcher la vie, un art tranquille du bonheur. Et c'est un livre vraiment qui incite à reprendre la marche comme moyen de déplacement pour un petit peu lutter et puis, on va dire, se révolter contre la société moderne, de l'aspect toujours plus vite. Il parle un petit peu des bienfaits de se remettre en mouvement, de la marche, que ce soit pour notre santé mentale, pour notre santé aussi physique, toutes ces choses-là. J'ai pas fini encore le livre, hein, j'en suis à un peu plus d'un quart. Tous les matins, j'ai pris une habitude, depuis que je me fais un petit peu envahir pour les tiques, pour limiter leur morsure, c'est d'utiliser de l'huile essentielle de tea tree que je vais appliquer un petit peu sur mes jambes. Déjà que ça les empêche un petit peu, ça les dérange pour qu'elles montent. Le tea tree, c'est, généralement les huiles essentielles, ils n'aiment pas trop hein, tout ce qui est insectes, etc. Donc ça peut marcher un petit peu pour les moustiques aussi. Moi j'avais fait le test aussi avec du baume du tigre
En fait, le fait de s'en étaler un petit peu, j'avais remarqué que ça diminue un petit peu la montée de tiques sur mon corps. Donc du coup je mets ça en tout cas sur mes mollets, ça permet à ce que voilà, la tique qui veut grimper un petit peu lorsque je marche pieds nus ou autre dans la journée, ça la fasse un peu chier quoi. Donc voilà, après il y a pas, le problème c'est que sur les tiques il n'y a pas vraiment de solution miracle j'ai l'impression, hein. Donc bon, on teste des trucs, on teste quoi. Allez les amis, on est parti pour aller visiter les petites ruches. Ça fait maintenant une semaine qu'elles sont sur le terrain, donc on va aller voir comment se sont développées les colonies. On va voir un petit peu également si elles commencent à remplir les hausses, à faire du miel. Donc on va ici essayer de supprimer les cellules royales, parce que l'objectif c'est pas qu'elles essaiment, parce que c'est vraiment la période. On va voir tout ça. Alors au début, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu venir observer où est-ce qu'elle rentre et où est-ce qu'elle sort. En fait, si elles sont par exemple plus au milieu, c'est que la reine va être plus au milieu. Si elle rentre plus à gauche ou plus à droite, ça nous permet de situer un petit peu où est-ce qu'est la reine. Moi, je viens prévenir légèrement comme ça de ma présence. Et puis après, on va pouvoir commencer gentiment la visite. Alors... donc rappelez-vous, on avait mis des nourrisseurs que je vais, je pense, enlever. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau ici? Là, il n'y a pas grand-chose ici. Elles sont en train de le construire. Alors cette ruche-là, c'est vraiment la plus tranquille, hein, des deux essaims. Donc là, pareil.
Pas grand chose. Le problème c'est que j'espère qu'elles ont de la réserve. Il va falloir que je les renourrisse encore un coup. Alors, celui-là est déjà un peu plus lourd celui-là. Donc là on a du couvain. Et on a un petit peu de réserve juste ici. Donc ça c'est top. Ok. Par contre j'ai pas vu la reine. La dernière fois je l'avais vu la reine dans cette ruche là. Ils sont marqués en jaune cette année. Et là qu'est-ce qu'on a sur ce cadre là? Pas grand chose. D'accord. Allez c'est bon, on referme. Donc là vous vous rappelez on avait mis une hausse. Donc là on a la hausse, on va voir un petit peu si elles ont commencé à compléter un petit peu. Alors on voit que c'est rempli là déjà, elles y remplissent de miel. Ça c'est vraiment cool. Voilà. La petite grille à reine. Alors là vraiment l'objectif c'est de trouver s'il n'y a pas des cellules royales pour les percer. Il faut faire ça à peu près tous les 7 jours, toutes les semaines. On a du coup pas mal. Pour éviter qu'elles essaiment en fait, il y a une nouvelle reine qui remplace celle qu'on a déjà. Bon c'est bien, c'est que je pense que le fait d'avoir mis la hausse, ça les a un peu occupées, ça les a un peu refroidis. Parce que qu'elles n'ont pas encore fait ils ont pas refait de cellules royales. Allez, super. Hop là, petite cuillère. Et on est bon. Bon, pour cette fin de petite journée, je vais me fabriquer une petite cuillère en bois. Ça fait longtemps. Donc je vais me faire ça. Je vais commencer là un petit peu. On est vraiment en fin de journée, donc la luminosité commence à vraiment baisser. Donc je vais commencer là un petit peu à dégrossir le tout. Et puis après on finira, je pense, à l'intérieur du tipi ce soir à la bougie, tranquillement, de fabriquer et de fignoler l'objet. Je voulais aussi vous parler rapidement des gants. Parce que c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé sur ma chaîne. De savoir est-ce qu'on doit utiliser des gants pour se protéger les mains, est-ce que c'est indispensable ou pas. Moi je sais que je suis quelqu'un qui n'utilise quasiment pas de gants parce que je me dis que quand on n'utilise pas de gants, du coup on fait beaucoup plus attention. Je pense que ça peut être intéressant pour une personne qui débute pour manier un couteau, d'utiliser peut-être des gants de protection, donc des EPI. Après il faut savoir que y a certains gants qu'il faut utiliser et ne pas utiliser parce qu'il y en a qui ne protègent pas du tout de la coupe. Ça ne veut pas dire que vous avez des gants que vous êtes forcément protégé. Et moi je travaille notamment avec une marque qui sponsorise cette vidéo, c'est la marque Andanda, qui est spécialisée dans les EPI. Donc là par exemple j'ai des gants anti-coupure, vraiment qui sont faits anti-coupure. C'est-à-dire qu'avec ça je peux m'entailler le doigt, je peux me donner un coup de couteau, j'aurai pas de problème. Mais ça peut être quand même utile d'avoir des gants anti-coupure, je pense, surtout quand on effectue des travaux assez longs et qu'on a une fatigue qui peut intervenir. Par exemple là des travaux de sculpture, etc. C'est assez répétitif, assez long, et après on a un petit peu le muscle qui fatigue, et si on fait pas de pause, et ben on peut arriver à se blesser, et là c'est un petit peu couillant. À l'époque c'était la mode pour le bushcraft et la vie sauvage d'utiliser des gants un petit peu en cuir comme ça. Je trouve que ça fait vraiment joli, c'est sûr, hein, ça fait assez roots. On peut les protéger avec de la cire d'abeille ou avec de la cire.
Et c'est vraiment assez sympa. Seulement ça, ces gants, bah, c'est de la peau, le cuir c'est de la peau, donc ça ne résiste autant à la coupure que vos doigts. Donc autrement dit, rien du tout. C'est des gants qui sont plutôt en synthétique un petit peu, donc qui sont assez légers, qui peuvent paraître très légers et qui peuvent ne pas vous protéger. Seulement quand on le met là, on va pouvoir vraiment, vraiment se couper sans que ça passe à travers. Bon, vous avez tout de suite vu, je pense, c'est assez parlant à travers le test que je viens de faire, comme quoi un coup de tranchant dans du cuir, ça passe directement à travers, alors que sur le gant ici qui est prévu pour, il faut quand même beaucoup plus y aller pour pouvoir passer à travers. On peut y arriver, bien sûr, c'est normal, mais il va falloir quand même vraiment donner un sacré coup de tranchant. Donc ils sont vraiment beaucoup plus protecteurs contre la coupure que des gants en cuir qu'on a l'habitude d'utiliser en bushcraft et vous avez l'habitude de voir dans des vidéos. Alors ces gants là, ils sont normés avec la norme EN 388 qui est une norme voilà, qui est donnée pour des EPI qui nous donne un petit peu les caractéristiques du produit et dans quelles conditions il va nous protéger. Est-ce qu'il nous protège de la chaleur? Est-ce qu'il nous protège des coupures? Est-ce qu'il nous protège des perforations, etc. Ils sont 4 sur 5 au niveau de la coupure et on a la petite lettre C qui rappelle que c'est des gants anti-coupure. Sachant que sur leur site, vous avez un énorme panel de pays, de gants, etc. différents selon si vous voulez vous protéger encore une fois de la chaleur, de tout ce que vous voulez. Pour vous protéger sur vos activités, c'est quand même plus cool de travailler en sécurité. Allez, maintenant il est temps pour moi de faire une petite cuillère à travers cette petite bûche là, ce petit bout de bois qui est du noisetier je pense. Donc on va essayer de débiter ça et puis de faire un joli truc. Bon les amis, il commence à se faire bien sombre, donc du coup j'ai allumé la petite bougie là de l'atelier Féou que j'ai croisé sur une médiévale. C'est vraiment un couple qui ont décidé de créer leur petite activité, de fabriquer des bougies. Donc c'est vraiment cool ce qu'ils font. Je vous laisserai aller sur Instagram si vous êtes intéressé, vous pouvez commander leur petite création et donc ça me permet de m'éclairer un petit peu là et c'est vraiment cool. Sinon la cuillère avance vraiment bien, là j'ai déjà creusé avec le couteau croche et le trou de la cuillère, la petite dépression, et là il me reste à faire les finitions, à dégrossir un petit peu et puis on aura déjà fini la petite cuillère pour ce soir, c'est bien cool.
Voilà les amis, la cuillère est terminée. Alors je viens de la traiter, de la protéger un petit peu avec de l'huile d'olive, simplement que je suis venu badigeonner dessus. Trop bien, je suis trop content. J'ai fait une forme un peu particulière, je me suis amusé. Ça me fera une nouvelle petite cuillère toute neuve pour pouvoir manger dans les bois. Donc voilà, c'était vraiment cool. Les gants sont vraiment bien, franchement c'est cool de travailler des gants aussi pour être en sécurité, surtout quand on est tout seul au milieu de la forêt. C'est pas le moment de se blesser, je vous le dis tout de suite. Je vous mettrai le lien dans la description. On remercie bien le partenaire qui sponsorise cette vidéo. Et puis voilà, si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire. Allez, c'est pas le tout, mais il est l'heure de boostifailler. Bon les amis, il est temps pour moi de mettre la viande dans le torchon. Je suis vraiment content pour les colonies, là elles sont bien implantées à ce que je vois. Donc là je vais les laisser un petit peu tranquilles pendant un petit temps parce qu'elles ont toujours pas fait de cellule royale ni rien et j'ai déjà mis une hausse, donc j'ai pris un peu d'avance. Donc je pense que on retournera les voir d'ici 15 jours, 3 semaines. Encore une fois je remercie mon partenaire Canva Camp car c'est grâce à lui vraiment que je peux effectuer ce projet de vie tel un ermite dans la forêt en me fournissant cette tente, ce tipi qui tient encore la route malgré plus de 6 mois et bientôt 7 mois de vie dans la forêt, donc ça c'est plutôt énorme. On n'oublie pas de mettre un commentaire, un like surtout, ça soutient énormément et ça permet de partager un petit peu notre belle passion à un plus grand nombre. Donc on se retrouve la prochaine fois. Ciao, c'est Alexis Bruce.